Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Léa! Hello. Sois la bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast et très content d'être chez Payfit justement pour l'enregistrer. Léa, tu es très connue sur la scène product design parisienne et de l'écosystème startup, mais pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent peu, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Avec C'est plaisir. vraiment une belle opportunité d'être là. Qui je suis, donc, je suis Léa, j'ai 36 ans, ça fait 8-9 ans que je fais du design. C'est une reconversion professionnelle pour moi, le monde de la tech et du design. Je me suis spécialisée, c'était pas du tout prévu comme ça, mais c'est un peu les hasards de la vie dans le SaaS B2B et souvent des logiciels avec une grosse complexité, de l'aide technique ou un historique très tech-driven. Et en fait, je crois que j'aime vraiment bien ça, l'univers un peu Rubik's Cube où il faut aller créer une culture design. Et je suis un peu une défricheuse. Voilà, j'aime bien arriver le couteau entre les dents et tailler dans la forêt, tu vois, pour essayer de faire un petit chemin. Ouais. J'aime bien cette idée-là. Et du coup, j'ai bossé chez Everroad, dans le transport routier de marchandises. J'ai travaillé chez PrestaShop, donc e-commerce, un CMS de e-commerce, un peu comme Shopify, qui a la particularité d'être open source. Donc je te laisse imaginer le niveau de complexité technique. J'ai travaillé chez Lucas, qui est un des concurrents directs de Payfit, mais aussi un partenaire. On n'a pas tout à fait la même audience, mais on a la même typologie de business. Et là, c'est plutôt l'univers des RH et de la paye chez Payfit. Voilà. Super. On est déjà rentré un peu dans le détail de ton parcours, mais moi j'aimerais bien d'abord te poser une question que je pose à tous mes invités. C'est comment t'en es venu à faire du design? C'est un peu par rebond. Enfin, vraiment, c'est le hasard de la vie. À force de reconversion, j'ai fait des métiers qui ont l'air d'avoir un peu rien à voir. J'ai été vendeuse pendant quelques années, visual merchandiser pendant quelques autres années. Puis j'ai cru que j'allais devenir web designer. Finalement, j'ai atterri dans l'UX et le product design. Mais en fait, tous ces métiers sont liés. Les choses sur lesquelles j'ai toujours travaillé, finalement, c'était de l'expérience client. C'est juste que je suis passée d'un univers physique à un univers numérique. Mais finalement, c'est un peu ça qui m'y a emmené. Et j'ai une forte appétence pour tout ce qui est créa. J'ai fait beaucoup de dessins pendant beaucoup d'années. Un peu moins depuis que je suis designer. Mais pendant beaucoup d'années, j'ai énormément dessiné, peint, etc. J'ai une vraie appétence pour la créa. Mais je suis plus comment dire? J'aime bien la tech, j'aime bien la complexité, j'aime bien la créa. Mais je suis plutôt un profil généraliste, pas vraiment une experte. Donc j'ai jamais eu le niveau de rêve d'un super UI designer sur Dribbble. J'aurais adoré ça, mais c'est pas le cas. Et du coup, voilà, le product design, c'est très généraliste, faut être un peu touche à tout. J'aime bien penser en système, la pensée systémique, la pensée holistique. C'est des choses que j'aime bien, l'idée de devoir comprendre et le business, et la UX, et les gens, et le marché. Et du coup, voilà, par rebond, je me suis retrouvée dans cet univers-là aujourd'hui. Alors ça tombe bien, on va parler de tout ça aujourd'hui. Je vais passer un petit peu de temps sur ton parcours quand même, parce que j'ai un peu fait mon stalker, comme d'habitude, quand je reçois quelqu'un dans le podcast. J'ai vu que tu avais, justement, dans certains autres podcasts, dont je mettrai les liens dans la description, tu parles justement du fait que tu as été vendeuse et qu'à force de ça, d'avoir été vendeuse, tu t'es intéressée au visual merchandising. Tu as un parcours qui est assez atypique, je trouve, parce que tu as fait justement de l'histoire de l'art, après tu as fait de la prépa en art graphique, tu as fait justement une licence dans le merchandising. Qu'est-ce que justement pourquoi le visual merchandising déjà, et ensuite qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton travail d'aujourd'hui de cette expérience? Ok.
Alors, on remonte un peu loin, mais pour que ça donne le contexte, j'ai 15 ans, je suis en pleine crise d'adolescence, je rejette complètement l'école, c'est vraiment pas fait pour moi, je trouve pas ma place. J'ai une personnalité assez brute de décoffrage. J'ai un peu du mal à rentrer dans le moule, et donc l'univers de l'école, j'étais vraiment pas du tout adaptée à ça. Et dans mon rejet de l'école, je me suis dit, je vais faire que dessiner parce que j'aime bien ça. Et puis ma mère m'a dit non. Jamais de la vie, tu vas aller travailler. C'est pas un vrai travail. Exactement. Et quand tu te retrouves sur le marché du travail et que t'es mineur, en fait, il n'y a pas beaucoup d'emplois pour toi. Donc en vrai, j'ai pas commencé comme vendeuse, j'ai commencé par nettoyer les toilettes chez McDo, parce que c'était le seul poste chez McDo qui était OK, tu vas nettoyer, faire le lobby, ils appellent ça, nettoyer le sol et les toilettes. C'est beaucoup plus sympa comme en attendant d'être majeur. Et puis assez vite, je me suis dit que vraiment c'était pas cool comme job. Donc j'ai un peu galéré pour trouver du taf, mais vraiment parce que j'avais pas le choix, quoi. Si je voulais continuer de vivre chez mes parents, le deal c'était si t'arrêtes l'école, tu vas bosser. Et donc c'était un peu comme dans La Vérité si je mens. J'ai galéré, mais vraiment j'ai cherché. Je sais pas, j'ai dû déposer des centaines de CV, et à l'époque, t'allais faire tes photos au photomaton. J'avais pas d'ordinateur, hein, donc c'était vraiment old school. J'allais chez des imprimeurs imprimer mes CV, mais vraiment l'angoisse. Tu faisais pas ta recherche en ligne, quoi. Il fallait le faire en physique. Et je suis juive, donc d'origine juive du côté de ma maman, juive séfarade. Et à force de me manger que des rejets, ma mère à l'époque m'avait dit, écoute, essaie chez les juifs. Donc j'ai mis une Megan David, la petite étoile autour du cou, et j'ai fait tous les magasins juifs de Paris. Et j'ai eu que des entretiens ce jour-là, j'ai dû en avoir 15 dans la foulée. C'était vraiment mais comme dans un film, et jusqu'au moment où dans une boutique, on m'a dit t'es juive? Oui. Ta mère ou ton père? Du côté de ma mère. Ashkénaze ou séfarade? Séfarade. Pose ton sac dans la remise, prends l'aspirateur, tu commences maintenant. Et j'ai commencé ma carrière de vendeuse comme ça. Donc vraiment, c'était pas une vocation, mais c'était plutôt fallait que je taffe, et je savais pas quoi faire. Mais en parallèle, j'ai toujours fait énormément de dessins. Grosse appétence pour l'univers à l'époque du hip-hop, parce que ado, etc. Mais du coup, les graphes, et aussi les comics, et aussi les animés, etc. J'avais un univers comme ça très graphique qui me passionnait. Et je me suis mise à faire des petits logos vraiment dégueulasses et des flyers vraiment immondes pour des potes. Sur des vieilles versions de Photoshop 1 craquées. Enfin, vraiment, c'était vraiment pas beau ce que je faisais, mais j'adorais ça. Et j'ai fait ça pendant quelques années, en fait. Donc, j'ai continué de faire de la vente pour pouvoir me faire de l'argent. Et juste vivre Enfin, il fallait que j'ai un boulot, donc voilà, sans trop me poser de questions. J'étais nulle à chier comme vendeuse, mais vraiment pathétique. J'aimais pas ça du tout. Par contre, j'adorais la relation avec les clients. J'ai fait surtout des magasins. J'ai bossé dans des magasins hommes. Je travaillais chez Jules, etc. Et j'ai eu des très mauvaises expériences dans certaines boîtes assez toxiques, mais aussi des belles expériences dans des super équipes de vente. Donc j'étais nulle comme vendeuse, mais par contre j'aimais passer du temps avec les clients. Ça me fascinait de les regarder acheter, de regarder comment ils touchaient les produits, comment ils rentraient, etc. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le merchandising. Et en fait, au bout de quelques années, je me suis dit être payé au SMIC pour faire un boulot, t'es debout tout le temps, où tu te casses le dos, où tu te fracasses la santé, où t'es un peu traité mal. C'est vraiment un métier ingrat, c'est très dur. T'es souvent maltraité par les clients comme par tes boss. Et donc je me suis dit, faut que je me reconvertisse. Mon truc vraiment, c'est l'art, la créativité, etc. Et c'est comme ça que je suis rentrée en prépa. En fait, avant la prépa, j'ai passé une équivalence du bac. Je suis une abonnée aux équivalences. J'ai un diplôme de graphiste. En fait, c'est un équivalent de bac plus 2 que j'ai eu en 3 mois. J'ai que des équivalences quasiment. Mais bon, j'ai rattrapé comme j'ai pu, quoi. Et donc, j'ai fait une équivalence du bac. Ensuite, je suis allée en prépa grâce aux économies. Parce que merci papa, maman, j'ai travaillé. Et donc, j'avais de l'argent. J'ai pu me payer une année de prépa qui m'a plongée dans un univers où il y avait beaucoup de vrais créatifs, des gens avec des niveaux vénère vraiment trop bien, qui venaient d'environnements assez privilégiés, des fils d'architectes, des gens qui avaient de la famille dans le cinéma, etc. Et cette année, c'était une vraie année d'émulation. Mais à la fin de l'année, tout le monde savait qu'ils allaient aller faire du dessin animé chez Pixar ou bosser dans le gaming, faire des trucs stylés. Et moi, j'avais clairement pas 10 000 balles par an à claquer dans une école. J'avais pas de garant pour faire un crédit. Bon, bref, c'était pas trop possible pour moi, quoi. Donc, j'ai fini mon année de prépa. Je suis retournée vendeuse, en fait, en me disant merde. J'ai fait tout ça pour revenir un peu à la case départ. Mais vraiment, je me suis lancée dans cette prépa.
je pense de façon assez utopiste parce que j'avais pas les codes, mais ma famille n'avait jamais fait d'études dans ces environnements-là. Donc, je sais pas, quand tu viens d'une famille d'ingénieurs, tu sais que tu as tant d'années d'études, qu'il faut faire telle prépa avant, etc. Moi, je me suis lancée là-dedans sans trop savoir où j'allais. Et donc, j'ai fini la prépa sans savoir où je devais aller non plus. Donc, il m'a fallu encore une année dans la vente avant d'avoir une espèce d'illumination où je me suis dit, mais en fait, le visual merchandising, c'est vraiment le mix de la créativité. Tu fais des vitrines, tu fais de la signalétique, tu magnifies le parcours client, tu fais de la scénographie produit, tu fais de la décoration, mais avec un but archi commercial parce que tu es là pour à la fois renforcer le branding dans un magasin physique et à la fois travailler sur de l'upsale, des choses comme ça en magasin. Et voilà, et donc je me suis dit à ce moment-là, j'ai trouvé ma voie. C'est vraiment le combo de tout ce que j'aime bien. Au moins, je jette pas la poubelle ces 5 années que j'ai passées dans le commerce. J'en fais quelque chose. J'ai jamais considéré ça comme un job alimentaire à côté. C'était mon vrai métier, même si des fois c'était pris de haut par les gens et que c'était mal payé. En vrai, il faut des vraies compétences pour être un bon vendeur. Et c'est vraiment un métier dur. Et du coup, j'ai trouvé une école. Il y avait une école de commerce qui s'appelait Négocia à l'époque. Je crois que c'est Novantia. Aujourd'hui, ça a peut-être changé de nom ou Advancia. Ça s'appelle Novencia, j'ai vu. Et ben voilà, ils ont changé de nom 3-4 fois. Mais en tout cas, une école de commerce qui avait un petit cursus. C'était un peu les créatifs dans le coin de l'école, tu vois. Tout le monde venait pour faire des super études de commercial et nous, on était là avec nos mannequins, on faisait des vitrines, on était un peu à la marge. Mais je me suis vraiment éclatée, cette école était géniale et à l'issue de ça, j'ai commencé à bosser comme visuel merchandiser. Donc j'ai bossé pour Habitat, les Galeries Lafayette, Le Bon Marché. Mais j'ai pas eu de bol parce que quand je suis arrivée sur le marché du travail en tant que visual merchandiser, c'était juste après la crise de 2008. Donc les magasins avaient été touchés de plein fouet et ils fermaient les départements visual merchandising. En parallèle, il y a eu le boom du e-commerce qui arrive à peu près en 2010 en France. Et du coup, ces enseignes ouvraient des pôles digitaux ou alors se mettaient à travailler avec des agences. Et là, je me suis dit, mince, j'ai fait tout ça pour rien. Parce qu'en fait, les créatifs, c'est dans le digital qui a du travail et qui sont payés. Et donc, j'ai fait quand même 5 ans en tant que visual merchandiser. J'ai adoré, honnêtement, les ateliers du Bon Marché pendant Noël, c'est quelque chose. C'est vraiment, tu vois des fournisseurs de partout, tu touches de la matière, c'est très beau. Tu bosses avec des vrais créatifs, il y a des thèmes, enfin, c'est assez ouf. D'ailleurs, c'est du design at scale. Ils ont des guidelines, un peu comme un design system. Ouais. Tu dois penser des concepts que tu déploies dans tous tes magasins. Et donc ils ont des books de merchandising qui sont l'équivalent d'une charte graphique ou d'un design system et tu dois penser en atomique, c'est-à-dire que tu dois penser des petits composants où tu vas retrouver toute ton identité de marque qui sont déployables dans des stands, à l'intérieur des étagères, dans les vitrines, etc. Donc tu as souvent un thème, par exemple, au Bon Marché, on avait eu les oiseaux féeriques de Noël, un truc comme ça. Et donc, tu avais des petits oiseaux en céramique que tu allais trouver comme un fil rouge un peu partout, qui rentraient dans des cages, les cages qui devenaient des grosses mises en scène, qui devenaient des grandes vitrines, et tu répliques tes thèmes un peu partout, avec la typo associée pour ta signalétique, etc. C'est quelque chose que toi, tu recevais ou c'est quelque chose que toi, tu concevais ? Alors, j'aurais trop aimé bosser sur les books. Je pense que si j'étais restée dans le merchandising, c'est sûrement ça que j'aurais visé. En tout cas, les personnes qui ont fait les mêmes études que moi, les gens de ma promo, il y en a aujourd'hui qui sont au siège de grosses enseignes, je sais pas, Yves Saint Laurent ou autres, et qui travaillent sur ces books. Moi, à l'époque, j'étais en début de carrière, donc j'étais une petite main. Je faisais plutôt les installations. Okay. Mais c'était fascinant. On recevait les books et j'étais l'équivalent d'une individual contributeur dans la tech, quoi. Et donc, moi, je déployais le design system et je m'assurais de bien l'utiliser dans mes points de vente. Donc voilà, c'était très cool, beaucoup d'émulation, un job assez fascinant et vraiment les mêmes problématiques qu'en UX. Tu penses ton parcours client. Quand j'étais au Galeries Lafayette, j'allais voir le département comptabilité et je leur demandais de me sortir les chiffres de mon étage au mètre carré. Et je savais quel mètre carré générait combien de chiffres et ça me permettait de savoir comment je devais bouger les objets et la marchandise dans les rayons pour influencer le parcours de
de shopping des clients, quoi. Alors c'est intéressant parce que je sais que tu l'as déjà dit dans d'autres podcasts et c'est le terme influencer qui m'a fait réaliser que je sais qu'aujourd'hui on dit beaucoup dans le product design qu'il ne faut pas influencer mais qu'il faut aider les gens. Et le terme d'influencer, m'a fait, je sais pas pourquoi, me fait penser à Booking. Tu sais, avec toutes les petites lumières qui clignotent partout. Je voulais avoir ton point de vue, si c'était vraiment ça, ce que tu sous-entendais quand tu dis influencer, c'est vraiment pousser les gens à l'achat, ou Oui. si c'était ça? Clairement, dans le visual merchandising, tu es là pour faire du chiffre. Tes incentives, ils sont sur du chiffre. C'est les méthodes à la Ikea que t'apprends, quoi. T'apprends, les gens, ils rentrent pour avoir de l'inspiration, acheter un canapé, ils ressortent, ils ont acheté 400 € de trucs dont ils n'ont pas besoin parce que tout a l'air trop cool. C'est vraiment ça. C'est pour ça que t'es là, quoi. Dans ces enseignes-là, on servait à ça. Et quand tu faisais justement en sorte de les influencer, ça prend quelle forme? Parce que tu vois, aujourd'hui, je reprends l'exemple de Booking, mais tu vois, c'est beaucoup sur le stress, le fait de dire attention, il y a bientôt plus de place et tout pour pousser à l'achat. Là, j'ai un peu plus de mal à me dire comment tu pousses vraiment les gens à l'achat, surtout dans ces grandes galeries. C'est un peu moins comme Ikea, comme tu le disais. En fait, Ikea, c'est juste un chemin et généralement, tu n'as pas d'autre moyen que de le suivre pour sortir. Là, dans des galeries, normalement, tu peux sortir dès que tu veux ou dès que tu as envie. Est-ce qu'il y avait des techniques un peu particulières qui faisaient que tu poussais Ouais, clairement. Alors en fait, c'est comme dans le design. Ça dépend de ta cible. Donc, tu pars de tes personas et de ton audience. Au bon marché, le plus gros de la clientèle, en tout cas à l'époque où j'y travaillais, c'était des gens du quartier, des gens qui habitaient à Rive-Gauche et après les touristes. Donc, tu avais un enjeu de faire beaucoup d'inspiration. C'était très mode, etc. Tu avais une clientèle assez pointue, mais qui venait souvent. Donc, il fallait qu'il y ait des rotations de produits pour que tu aies l'impression à chaque fois d'arriver dans un magasin un peu nouveau. Et une clientèle très à fond dans la culture. Donc au bon marché, tu as beaucoup d'événements culturels, des concerts, des expositions, etc. Parce qu'en fait, ça attire ce genre de clientèle. Et ce que tu penses, c'est des expériences qui sont... ça va au-delà de juste devoir acheter une chemise. Tu viens presque faire... ta journée pour une expérience culturelle où tu vas avoir passé à la grande épicerie de Paris, t'acheter un café avec quelque chose de très gourmet. Et en fait, tu dois tout penser, tu dois presque penser à quelque chose de sensoriel. Et donc, tu vas travailler sur la vue, sur l'ouïe, sur les sens. Tu vas faire des événements, etc. Au Galeries Lafayette, la clientèle, elle est majoritairement touristique. Et tu as beaucoup de gens qui viennent, qui font des paris cartes postales, donc qui sont en bus, ils font des home tours en 3 jours. La majorité des touristes à Paris, c'est des week-ends courts, c'est des jours de 2-3 jours. Donc ils viennent, ils arrivent, ils font les spots les plus importants, ils passent au Galeries Lafayette, ils veulent voir la coupole et ils veulent acheter de la masse, ils veulent acheter leur portefeuille Tour Eiffel, etc. Mais aussi vivre l'expérience des Galeries Lafayette, qui est l'expérience de la mode, du luxe. Tu veux passer à travers ça. Donc je sais pas si c'est toujours comme ça fait un moment que je suis pas allée au magasin, en tout cas à l'époque où j'y étais, t'avais comment ça s'appelait? Je me rappelle plus du nom de la collection, mais tous les trucs pour les touristes qui étaient au dernier étage. Parce que comme ça, tu traversais toutes les Galeries Lafayette et tu devais tout monter pour découvrir toutes les marques, tout ce qui était cher, avant d'arriver à tes petites tours Eiffel en porte-clés que tu allais t'acheter. Un petit peu comme dans les supermarchés où tu mets le lait et les œufs à un endroit, le pain à l'opposé du magasin, ce qu'on appelle les zones froides, et après tu fais passer tes clients par les zones chaudes, donc là où tu vas acheter les CD, les crèmes bio à 10 €, etc. Voilà. Donc c'est vraiment de l'influence d'achat. Super, je vais faire attention quand j'irai faire mes courses demain en me baladant. Tu te fais manipuler. Bah ça, oui, un peu comme partout. Je renvoie à l'épisode sur Solène Borad, qui est Head of Design de Getaround, mais qui a travaillé chez Lacoste aussi, où justement on parlait de service design chez Lacoste quand elle y travaillait, pour un peu approfondir le sujet. Du coup, tu as dit, après tout ça, tu es parti, tu as fait du digital, c'est ça? Tu as changé, tu as fait une formation, il me semble. Exactement. En fait, quand je suis sortie de l'école, même si je sais pas si ça s'entend la manière dont j'en parlais, mais le merchandising, ça m'a vraiment passionnée. Mais déjà, j'étais très très mal payée, à peine plus que quand j'étais vendeuse. Je voyais les merchandisers se faire opérer quand ils dépassaient les 40 ans.
opérer du dos, opérer des mains, des genoux, parce que c'est un métier très physique. Les mannequins peuvent faire jusqu'à 30 kilos et tu dois les soulever. Tu montes sur des escabeaux. J'ai vu des gens se faire électrocuter parce que, en fait, tu dois tout faire. Tu perces, tu cloues, tu scies, tu découpes, tu décores. Et donc, tu dois être pointu sur la mode et le design, mais tu dois aussi faire de la manutention. Tu fais beaucoup de manutention. Et donc, les gens s'abîmaient. Et ce qui m'a fait peur, c'est de me dire, OK, en fait, à 40 ans, je gagnerai 1500 € net par mois, j'aurai plus de dos. Enfin, ça va être horrible, quoi. Donc, quand j'ai vu que c'était plutôt du côté numérique que ça se passait, je me suis dit, OK, avant que j'ai 30 ans, faut que je me reconvertisse. J'ai laissé le merchandising. Franchement, ça m'a fait mal, parce que vraiment, j'aimais ce job. Mais je me suis dit, quand j'aurai dépassé la trentaine, si je veux être stagiaire et repartir de zéro, bah, peut-être qu'on me laissera plus ma chance. Donc, je suis partie à l'école multimédia, faire une équivalence, comme d'habitude. Voilà. Au début, je voulais faire une alternance. Donc, j'ai voulu m'inscrire là. Et la directrice de l'époque m'avait dit, écoute, honnêtement, personne va te recruter parce que t'es trop vieille. En gros, t'as presque 30 ans, donc tu coûtes le SMIC. Les alternants qui sont là, ils ont déjà une grosse expérience en graphisme parce que souvent, ils viennent d'une école de design et qu'en fait, ils sont déjà techniquement meilleurs que toi. Et en plus, ils coûtent 2 fois moins cher. Donc, tu vas avoir que les alternances un peu pourries. Fais la formation initiale qui coûte quelques milliers d'euros. Donc, je pense qu'il y avait peut-être un intérêt financier également. Mais dans le fond, je pense qu'elle avait vraiment pas tort. Et avec un coup de pouce de la famille, tout le monde a mis un peu un billet dans la tirelire pour on a fait une cagnotte pour pouvoir payer ça. C'était un pari. Franchement, j'étais en stress parce que mon chômage arrivait à sa fin. Enfin, j'avais pas beaucoup de chômage et j'avais juste le temps pile poil de ça pour faire la formation et devenir designer et gagner de l'argent et devenir autonome financièrement. J'habitais plus du tout chez mes parents à l'époque, hein, j'avais déjà ma vie d'adulte avec mon appart et mes charges, etc. Et donc, école multimédia, 3 mois de cours intensifs, 3 mois de stage, et après, il faut bosser. Et j'étais persuadée que j'allais devenir web designer dans une agence pour bosser pour LVMH ou les boîtes pour lesquelles j'avais travaillé et que j'allais faire des sites vitrines. Et je me suis retrouvée chez Lucas. Alors à l'époque, franchement, je comprenais pas du tout ce que faisait Lucas. Je comprenais pas ce que Scrum voulait dire. Tous ces anglicismes, c'était, enfin vraiment, je me rappelle de déjeuner chez Lucas où les gens parlaient et où j'avais l'impression d'être débile et d'être tombée dans un monde parallèle. Et puis voilà, édition de logiciels c'est chez Lucas que j'ai fait mes armes et que j'ai découvert un petit peu tout, les personas, la UX, le design thinking, etc. C'est quelqu'un qui t'a appris tout ça ou c'est en arrivant, t'as commencé à fouiller justement parce que tu connaissais pas trop le milieu? Il y a eu des deux. Quand je suis arrivée, j'ai travaillé avec Clotilde Martin-Lemerle, qui était Head of Design à l'époque là-bas, ou directrice design, je sais plus quel était le titre. En tout cas, c'était la seule designer en poste et c'était elle qui portait le design. Okay. Et elle faisait tout, c'est-à-dire qu'elle faisait le branding, le marketing, on codait le site à la main HTML et CSS, on poussait sur les serveurs, il y avait aucune sécurité. C'est vraiment ce qu'on faisait, il y avait rien, enfin c'était 2013, hein, donc c'était il y a longtemps. Donc j'ai autant mis en page des grilles tarifaires pour les sales en PowerPoint que fait des illustrations, que fait du branding, que j'ai touché un peu à tout. Ouais, donc... Mais c'était elle vraiment qui pilotait tout ça. Et à l'époque, ils ont pris un stagiaire designer et ça s'appelait designer et dedans, tu mettais tout ce qui était lié de près ou de loin au design. Et ça passait par autant de la UI sur le produit, mais le produit, j'y suis arrivée tard. Au début, j'ai fait beaucoup la petite main pour des PowerPoint de sales et du marketing. Et puis, à un moment donné, il y a eu un besoin en UI. Et dès que j'ai mis les mains dans le produit, il y a trop de choses qui m'ont rappelé le visual merchandising et les problématiques de parcours client. Ça m'a vraiment fascinée. Et en fait, Clotilde me laissait vraiment carte blanche. Elle m'a laissé tout explorer. Même des fois, il y a des choses sur lesquelles on n'était pas forcément alignés ou des choses que je poussais. J'ai eu plein d'échecs. Elle m'a laissé me planter, en fait. Okay. J'ai eu beaucoup de chance pour ça. C'est hyper important. Elle m'a laissé tester des choses. Elle a poussé et encouragé pour qu'on me paye des formations. C'est moi qui ai demandé à avoir des formations en UX. Et le hasard de la vie qui, je pense jusqu'à aujourd'hui encore, m'a apporté énormément de valeur dans le design, c'est que je voulais faire une formation UX au Gobelin.
Et Lucas a pas voulu au début parce que ça coûtait quand même un peu cher et que j'avais pas encore fait mes preuves, etc. Donc ils m'ont dit non pour la formation au Gobelin, mais oui pour une journée de formation UX Onuma. Je sais plus comment on en est venu à ce truc-là. Je crois que c'est eux qui l'avaient trouvé. Et donc je suis allée faire ma formation UX Design Onuma. Là c'est en anglais. Je parlais pas anglais à l'époque, donc j'ai vraiment du mal à comprendre. Je me retrouve en face de Jeff Gosself et je sais pas qui c'est. Qui nous parle du Lean UX. J'ai lu le bouquin avant, ça avait l'air très cool, même si j'ai vraiment galéré en anglais pour le lire. Et en fait, je fais la formation et je me rends compte que c'est pas du tout de l'UX design. En fait, c'est une méthode Lean, mais hyper centrée utilisateur et hyper Lean. Et là, c'est vraiment le mind blow. Je suis en mode, wow, c'est trop puissant ce truc. Et donc, je reviens avec ma Bible dans les mains, le Lean UX, et je veux faire du Lean UX à Lucas. Et en fait, on me laisse faire parce que je crois qu'on me prend pas trop au sérieux. Je suis là avec mes post-it que je colle sur des murs. Je parle de persona, c'est un peu obscur, tu vois. Mais finalement, on m'a pas trop mis de barrière. Je bossais avec une équipe qui me laissait un peu explorer. On a testé des trucs et puis en fait, j'ai découvert à quel point c'était puissant. Et pour moi, c'était parfait parce que le Lean UX s'est adapté pour les petites équipes. C'est hyper centré utilisateur, mais t'as pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour faire des choses qui ont de la valeur. Et c'est une approche qui était à l'opposé total de la manière dont on faisait du produit chez Lucas à l'époque. Je sais pas comment ils font aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment pas comme ça. J'ai eu quelques débats un peu tendus avec le founder qui croyait pas aux personas au début. Et finalement, je me suis rendu compte à quel point les personas c'était un outil d'alignement, c'est-à-dire qu'on avait des points de vue très divergents. Et ça nous a permis de nous mettre d'accord sur l'audience, sur le positionnement. Et en fait, un peu comme pour le merchandising, pour ce que je te disais tout à l'heure sur la stratégie de comment tu fais de l'upsale ou t'influences le parcours d'achat. En fait, si tu as ton audience et si tu as ton positionnement, il y a tout qui déroule. Si tu sais à qui tu t'adresses, tu sais comment tu dois faire ton tone of voice, comment tu dois penser ton design d'interaction, comment tu dois penser tes user flow, etc. Comment t'expliques qu'il y ait justement tant de personnes qui soient réticentes à l'idée de faire par exemple des personas ou de réfléchir sur la cible? Je pense qu'il y a pas mal de choses. En tout cas, à l'époque, je remets dans son contexte, 2013, c'était il y a longtemps. Le monde du design a vachement évolué quand même. Mais à l'époque, on travaille beaucoup de façon hyper top-down avec des chefs de projet et des PO qui ont un peu tout pouvoir et les designers arrivent plutôt en fin de chaîne de production. Aujourd'hui, je pense qu'on commence à se rapprocher de ce qu'ils font aux US. Donc, je pense qu'en vrai, les barrières et les réticences, elles sont beaucoup en France, pas forcément sur tous les marchés, okay. Et que c'est en train de changer aujourd'hui. Et je pense que les gens, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas, tout simplement, quoi. Donc, les premiers designers qui ont porté ça dans des boîtes, il a fallu passer par énormément d'évangélisation. Je pense que mes 3 premières années de carrière, c'était quasiment que de l'évangélisation. Et justement, je voulais en parler tout à l'heure sur PayFit, mais je pense qu'on peut en parler sur Lucas vu le contexte. C'est que là, j'ai l'impression, tu fais beaucoup d'évangélisation. T'as pas l'impression de perdre tes forces et de t'épuiser à essayer d'évangéliser des personnes qui vont pas forcément dans ton sens? C'est la première partie de ma question. Et du coup, comment tu fais pour que ces personnes adhèrent à tes projets et adhèrent à ta pensée? En fait, j'essaye pas de convaincre tout le monde. J'ai essayé au début, ça marche pas. Tu te crames, tu t'épuises, c'est hyper frustrant, du coup tu te sens trop nul, t'as l'impression d'être en échec tout le temps, c'est horrible. Typiquement chez Lucas, c'est ce que j'ai voulu faire et c'est pas ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, je vais plutôt identifier mes alliés et identifier qui a un pouvoir d'influence dans l'entreprise. Et identifier qui, si on n'arrive pas à travailler ensemble, ça sert à rien que j'aille bosser dans cette boîte. Un exemple sur PayFit. À l'époque où je travaillais chez Everode, Florian m'approche et on parle un peu de design. Et c'était 1 an avant que je rejoigne PayFit à peu près. Et à l'époque, il me sort dans une conversation, je pense sans trop s'en rendre compte, mais il me dit les tests utilisateurs, franchement, nous on n'a pas besoin, on les connaît, les clients, on sait ce qu'ils veulent, quoi. Et au moment où il me dit ça, je lui dis pas à l'époque, mais je me dis jamais de la vie je travaillerai dans cette boîte. Parce que si le fondeur n'y croit pas, jamais de la vie on aura les moyens d'être centré utilisateur. Et je mets PayFit un peu de côté, mais je me dis, ce mec est trop sympa, pourquoi pas on reste en contact, quoi. Et puis en fait, on est resté en contact et j'ai vu le prisme des founders changer. Et c'est à partir du moment où ils sont devenus beaucoup plus ouverts à l'idée de faire des user tests, etc., de la discovery,
que je me suis dit, ok, en fait, peut-être qu'on peut travailler ensemble. Mais à l'époque où je commence, ça, je le sais pas, quoi. Je l'ai appris au fur et à mesure des années. Et donc, aujourd'hui, pour l'évangélisation, je vais essayer de voir, est-ce que c'est possible de faire de l'évangélisation dans la boîte, en fait? Est-ce que côté leadership, ils vont être assez ouverts? Est-ce que les personnes qui doivent déjà être convaincues le sont déjà ou sont faciles à convaincre? Sinon, ça sert à rien d'aller s'épuiser. Et puis, à partir du moment où c'est le cas, je vais plutôt passer d'abord par des alliés, pour pas être seul à porter le message. Et je vais essayer d'avoir des petits succès pour prouver ce que je pousse. Souvent, ce que je vois dans des boîtes, c'est des gens qui vont essayer et je l'ai fait, et ça marche vraiment pas, qui vont se dire, il faut être centré utilisateur, donc on va essayer de pousser un framework monumental que tout le monde va adopter, et comme ça, tout le monde sera centré utilisateur, et en fait, tu te heurtes qu'à des murs. Chez Payfit, par exemple, j'ai commencé par les personas. Alors, les personas, ça résout pas tout, c'est pas du tout magique, mais c'est un bon outil d'évangélisation. C'est très puissant en évangélisation. Et donc, je me suis dit, on va faire des personas produits. C'est facile à construire. On a fait des proto-personas, Lean UX. J'utilise toujours les mêmes outils. Donc, ça te prend 20 minutes de faire un persona. Alors, juste un proto-persona par rapport à un persona. Alors, tu peux avoir plusieurs manières de construire des personas. Tu peux avoir une approche scolaire ou carrée, ou peu importe le nom, mais en tout cas, tu fais toute une étude de marché, tu vas interviewer beaucoup de gens, tu collectes énormément de data quanti et quali, tu fais des studies un peu poussés et tu reviens avec des personas très solides. Mm-hmm. Ou alors, t'as pas les moyens de faire ça. Donc, t'adoptes la méthodologie Lean UX, c'est ça le proto-persona, et ton parti pris, c'est de se dire, cette donnée, on l'a, mais elle est dans la tête des gens qui bossent dans la boîte. Donc, au lieu d'aller faire toute une étude moi-même et d'essayer moi-même de tout collecter, je vais prendre les gens qui savent déjà et je vais les mettre autour d'une table, je vais les questionner et je vais extraire leur jus de cerveau et essayer de centraliser cette donnée. Aujourd'hui, les personas Payfit qu'on a fait il y a presque 3 ans, à l'époque, je connais rien à Payfit, je viens de rejoindre la boîte, c'est un des premiers chantiers que j'ai posé, on les a jamais transformés. Et aujourd'hui, depuis, on a recoupé avec de la data, parce qu'une fois que tu les as fait, après, il faut quand même vérifier que t'as pas fait de la merde, parce que un persona mal fait, tu biaises le travail de tout le monde. Bien sûr. Donc ça peut être à risque. Mais après les avoir fait, on a recoupé ça avec de la donnée quali et quanti. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes les NPS ou les métriques qui drivent un peu l'entreprise, en fait, tu retrouves exactement la segmentation de nos personas. Donc on sait qu'ils étaient pertinents. Mais à l'époque, c'est parti sur de la confiance, en fait. Tu pars du principe que il faut choisir les bonnes personnes, donc c'est pas des invitations où tu dis aux gens « Hey, qui veut faire un workshop persona ?» Et là, c'est biaisé. Il faut aller choisir des personnes qui ont de la valeur à être là et qui sont pertinentes, qui sont complémentaires. Et donc, en fait, comment tu choisis les bonnes personnes complémentaires? Il faut que ça couvre le cycle de vie de ton client, depuis le moment de l'acquisition au moment de la rétention et de l'usage. Donc, tu vas aller chercher le marketing, les sales, le CS, etc. Et puis, la personne qui facilite le workshop pour créer le proto-persona, elle doit être attentive à... T'as toujours cette petite bascule un peu subtile où au début, les gens te disent des trucs qu'ils savent vraiment. Ils parlent aux clients, ils les connaissent. Ouais. Et puis, à un moment donné, ils se mettent à imaginer. Ils commencent à créer de l'empathie avec le persona. Et là, ils supposent et ils biaisent tout. Donc, il faut réussir, le facilitateur doit réussir, ou la facilitatrice doit réussir à faire la distinction et des fois à interrompre et à dire attends, là, c'est toi qui inventes ou vraiment les gens t'ont dit ça. Mais si c'est bien cadré, tu peux sortir avec un outil vraiment archi puissant qui prend 20 minutes max à construire, quoi. Et donc, être passé par cet outil-là, ça m'a permis très vite d'avoir un premier petit succès. Tout d'un coup, on avait un outil utilisable, centré utilisateur, et après, tu peux l'utiliser pour plein de trucs. Une fois que tu as ton persona, tu peux dérouler des customer journey, tu peux travailler sur de la value propre, tu peux faire des empathy maps, tu peux faire plein de choses. Et donc, ça m'a permis, avec un minimum de moyens, un minimum de temps, de dire, regardez, être centré utilisateur, en fait, c'est pas si compliqué. On peut vraiment le faire et ça peut apporter de la valeur. Et petit à petit, t'augmentes comme ça les attentes, les ambitions, les investissements. Et à la fin, tu peux avoir une grosse orga avec des gros frameworks centrés utilisateurs. Mais en tout cas, mon approche à moi, elle est plutôt de démarrer avec des petits succès à fort impact et d'augmenter petit à petit. Tu gagnes en confiance de la part de tes collaboratrices et après, tu peux augmenter comme ça. Ouais, t'es pas la première dans ce podcast à dire qu'il faut y aller petit succès par petit succès ou repérer les personnes qui sont
qui vont t'aider dans ton chemin et qui vont te défendre. Alors, si tu veux bien, on va retourner un peu en arrière. Quand tu étais chez Lucas, j'avais juste une question à te poser. C'est de cette première expérience professionnelle dans le product design et dans le design SaaS, qu'est-ce que tu en retires? Alors, de Lucas spécifiquement et de cette première expérience, beaucoup de frustration et beaucoup de mal-être quand je sors de la boîte parce que c'est pas du tout une boîte bienveillante au moment où j'y suis. J'espère qu'ils le sont aujourd'hui, mais à l'époque, pas du tout. Être une femme, c'est dur. Je suis pas du tout considérée, pas très bien traitée. Le fait de pas avoir fait d'études, de pas être ingénieur, de pas venir du même milieu, etc. On me le fait beaucoup sentir et le founder fait partie des gens assez toxiques autour de ça. Bonjour Gilles, s'il écoute le podcast. Donc voilà, c'est 2 ans vraiment où je rentre chez moi tous les soirs en me disant je me suis trompée de métier, je suis pas faite pour ça, je suis nulle, je suis stupide, je comprends rien, etc. Donc c'était vraiment très dur, mais la bienveillance de Clotilde qui était ma manager et aussi d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, beaucoup des ingénieurs, il y en a certains avec qui j'ai bossé dont j'ai été très proche et enfin voilà, il y avait quelques profils chez Lucas qui voyaient peut-être pas toujours où j'allais, mais se disaient ah ouais, ça a l'air cool et qui ont été vraiment ouverts à de l'exploration. Et donc je sentais qu'il y avait un truc de même si c'est dur et que t'as un peu l'impression de faire des trucs nuls et que tu sais pas trop où tu vas. En fait, je pense que c'est ça qui m'a un peu sauvée aussi et qui a fait que je me suis accrochée, c'est cette idée de pouvoir défricher, explorer. J'aime bien faire ça. Et ça m'a éclaté. Et donc, quand je me fais débaucher par PrestaShop à l'époque, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Je suis pas encore très sûre de vraiment être un bon designer. D'ailleurs, à l'époque, je vais très mal négocier mon salaire et être pas très bien payé proportionnellement au taf que va me demander PrestaShop. Mais j'ai le sentiment que le fait d'explorer, d'être un peu à la marge dans la pensée, ça va apporter de la valeur. Je l'ai assez mal vécu chez Lucas, mais chez PrestaShop, ils viennent me chercher pour ça. Okay. Et en gros, le process de recrutement, on va me demander un case study, je sais plus trop sur quoi c'était. Mais je me souviens que ce que je leur ai montré pendant le case study, c'était pas tellement un proto, je crois qu'il y avait même pas de prototype. C'était plutôt un storytelling où j'avais expliqué la réflexion de comment... En fait, j'avais poussé le Lean UX. Donc je leur avais dit, bah voilà, si on travaille ensemble, voilà comment on va faire. On va y aller un peu en mode explorateur ensemble, on va faire des MVP, etc. On va faire des story maps et ainsi de suite. Et puis Banco. Et en fait, je pense que c'est vraiment sur ma deuxième expérience chez PrestaShop que là vraiment j'ai découvert la puissance du product design, la puissance de la UX, de la research. Et ça a été ça le vrai laboratoire puissant, quoi. Chez Lucas, je découvrais le métier et je pars de Lucas, je suis pas trop sûre de moi. Je me dis peut-être qu'en fait, je me suis trompée de voie. Et chez PrestaShop, là, ça va être l'éclate. Mais entre PrestaShop et Lucas, il me semble que tu as été au Gobelin, du coup, pour faire une formation. Oui, ça, c'est Lucas qui me l'a payé. Ah oui, parce que au début, ils m'ont dit non et après, finalement, je l'ai eu. Bah, c'est l'histoire des petits succès avec des impacts. En fait, j'ai essayé le Lean UX, ça a marché, il y a des trucs qui ont fonctionné, on a repoussé. J'ai été beaucoup encouragée et soutenue par la design directrice et quelques autres players de la boîte. Et du coup, finalement, ils ont dit OK, vas-y, 2 semaines. Et c'était 2 semaines de formation. Et je crois qu'il y a d'autres players de Lucas qui les ont fait après. D'accord. On fait la même formation, notamment des PM, alors que c'était une formation UX, donc la preuve que on peut être PM et designer et ingénieur et que les frontières, c'est que de la vue de l'esprit, ce sont des mythes. Et justement, cette formation, elle t'a pas un peu conforté dans l'idée que tu étais bonne dans ce que tu faisais ou c'est... Alors... Il faut savoir quand même que je suis quelqu'un qui a pas du tout, enfin, j'ai pas du tout confiance en moi. J'ai un problème d'estime de moi-même, sûrement dû à mon histoire, mon éducation, etc. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui a tendance à voir tout ce qui n'est pas encore atteint. Et tu vois, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez bien, etc. Il m'en faut pas beaucoup pour douter. Et du coup, il suffit qu'il y ait un contexte où c'est pas totalement bienveillant et en tout cas aujourd'hui je suis senior et je suis plus solide, mais à mes débuts
pas du tout, quoi. Et c'est ce qui va se passer, en fait, chez PrestaShop, c'est que l'environnement va être beaucoup plus bienveillant. Et du coup, je vais gagner beaucoup plus en confiance. Mais chez Lucas, malgré la formation, malgré tout ce qu'on a mis en place, je suis pas trop sûr de ce que je fais à ce moment-là, quoi. Ok, alors on va parler de PrestaShop. J'ai vu que tu rejoignais l'entreprise en tant que lead product designer, c'est ça? Non. Je rejoins l'entreprise en tant que product designer. D'accord. Et le rôle de lead va se faire. Alors, le rôle de lead a jamais été vraiment officiel. J'ai eu un rôle un peu chelou là-bas, mais c'est un peu toujours ce truc de défricher. Quand j'arrive chez PrestaShop, les designers sont éclatés dans des départements différents. D'accord. PrestaShop a un produit cœur qui est le cœur du logiciel, et tout le reste du logiciel est alimenté par la communauté parce que c'est de l'open source. Ok. Et donc l'équipe cœur est minuscule, on doit être une quinzaine. Et au moment où j'arrive, je remplace une designeuse qui est partie. Et donc il n'y a pas eu de designer depuis quelques mois. Il y a eu des designers qui se sont enchaînés. Et j'arrive dans un environnement, je fais un petit big up à Julien Martin, si un jour il écoute ça, qui était le lead dev à l'époque et qui m'avait accueilli en me disant que les designers, il aimait pas travailler avec eux. Et finalement, c'est devenu mon meilleur buddy professionnel. C'était un de mes meilleurs buddies en ingénierie, mais c'était drôle puisqu'il avait des gros a priori sur les designers, où il percevait les designers un peu comme des princesses qui font des maquettes tout seuls dans leur coin. Et puis en fait, le Lean UX, on y revient toujours, fait qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais en tout cas, je suis arrivée dans une équipe toute petite où les devs étaient vraiment pas chauds pour bosser avec des designers. Et les autres designers, il y en avait une qui bossait côté marketplace et qui était vraiment sur la marketplace. C'était un autre produit, une autre plateforme, un autre branding, un autre univers, un autre naming. Et il y en avait un autre, Juan, qui était côté marketing, et c'est encore tout un autre univers. Quand tu parles de la marketplace, juste pour être sûr, tu parles bien de la marketplace PrestaShop où ils vendaient des plugins pour... Exactement. Alors leur business model a un peu évolué, mais à l'époque, il n'y a pas du tout de solution SaaS ou cloud. Donc tu dois télécharger à l'ancienne le logiciel, et la manière de se rentabiliser de PrestaShop, c'est de créer des modules et tu peux les acheter, et en gros tu peux gratuitement avoir une boutique en ligne qui est déjà setup par défaut, et après si tu veux la customiser, l'agrémenter, rajouter des features, tu les achètes. Et donc il y a 3 designers splittés dans trois équipes différentes qui travaillent complètement en silo. Et je vais découvrir à quel point il faut pas faire ça, vraiment pas. Parce que un jour on est en test utilisateur et on bosse sur comment est-ce qu'on a des opportunités de monétiser plus PrestaShop. Et donc ce qu'on voulait faire, c'était notre marketplace, qui était une autre plateforme, l'intégrer un peu dans le produit. Donc en gros avoir comme un e-store à l'intérieur du logiciel pour acheter des modules. Et on fait des tests utilisateurs. Et je découvre que les clients vont pas sur la marketplace. Et quand je leur demande pourquoi, ils me répondent parce que nous, on préfère acheter les modules PrestaShop. Et parce qu'en fait, la marketplace, il y a tellement, les designers ont créé tellement d'incohérences avec les années, les designers qui se sont enchaînés, les équipes qui bossent pas ensemble, que les clients croient que c'est pas PrestaShop. Et le branding, un peu pareil, ils vont payer une agence de rebranding un petit peu avant que j'arrive, qui va tout retravailler. Il y a des choses qui marchent très bien. Ils ont fait une mascotte qui a été hyper bien adoptée par la communauté. Ils ont eu des choix graphiques qui ont marché, mais l'agence a une approche d'agence, c'est-à-dire qu'ils ont fait un projet, ils l'ont livré, ils sont passés à autre chose. Ils n'ont pas pensé au design system, ils n'ont pas pensé à la cohérence avec le produit. Et donc, dès qu'on va travailler sur des expériences de login, des expériences d'onboarding, eh ben, on se retrouve avec des plateformes qui savent pas se parler. On n'a pas les mêmes composants, on n'a pas la même tech, donc c'est immaintenable, c'est totalement incohérent. Et il y avait des absurdités hallucinantes du genre un client, il devait avoir un login pour la marketplace et un login pour accéder au produit, des choses comme ça. Et toi, comme tu étais sur la partie produit CMS, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de faire en sorte que les 3 équipes se parlent, ou tu restes sur ton produit et faire en sorte de rattraper les autres? Comment ça se passe? Alors j'ai eu beaucoup de maladresse. Au début, j'ai voulu commencer par le truc le plus gros. À l'époque, je savais pas qu'il fallait choisir des petits impacts, que c'était pas une stratégie. Et donc je vais quémander. Je vais demander qu'on recrute une squad
Donc évidemment, on m'a dit non, mais voilà. Je voulais qu'on recrute une squad design system. Donc voilà, les fondeurs ont dit lol. Mais Sébastien Levaillant, qui était mon manager à l'époque, qui était le CPO de PrestaShop, m'a pas mal poussé. Il a une technique de management où il te pousse dans la piscine sans brassard, mais quand il sait que tu vas savoir nager. Mais tu bois un peu la tasse, quoi. Voilà, donc il m'a encouragé à essayer de monter cette équipe design system. Il m'a encouragé à monter sur un poste de lead, alors qu'il n'y avait pas du tout de poste de lead à pourvoir et qu'il n'y avait pas de budget pour recruter une squad. Mais ce qui pressentait, c'était qu'il y avait des choses à construire et que en poussant un peu, on allait réussir à faire des choses, quoi. Et à l'époque, j'essaie d'abord de convaincre qu'il faut une équipe design system, on l'a pas. Donc je me dis mince, comment on va faire pour créer de la cohérence et avoir une expérience qui fait sens? Parce que ce qui me frustrait, c'était de construire des bouts d'expérience et d'avoir le sentiment que, de toute façon, les gens allaient réussir à suivre qu'un morceau du tunnel et allaient avoir tellement d'obstacles en chemin. Du coup, ma deuxième technique, ça a été de demander qu'on recrute un head of design. Je m'étais dit, j'aurai un mentor qui va obtenir de la thune et on aura cette équipe design system et on aura des user researchers, on aura un lab, on va faire de l'innovation. Voilà, j'espérais ça. On n'a pas jamais eu le budget, on n'a jamais. Ils recrutent aujourd'hui un VP design. J'ai vu ça sur LinkedIn il y a quelques jours, mais ça a pris quelques années visiblement. Et donc, à l'époque, PrestaShop est pas du tout prêt à investir là-dedans et Sébastien Levaillant me dit, mais au lieu de te plaindre de pas avoir d'équipe design, d'être toute seule dans l'équipe produit, en vrai, des designers, il y en a. Il faut juste que tu casses les silos, quoi. Donc, il faut que tu fasses ça en mode bourrine. Vous mettez dans des salles avec des portes, les salles qui ont les portes transparentes pour que toute l'orga vous voit. Tu choisis le créneau du déjeuner pour que tout le monde passe dans le couloir et tout le monde vous voit. Vous mettez des post-it partout, vous faites des exercices de design thinking, vous collez des mood boards partout. Il faut que vous soyez visible et vous faites un rituel récurrent, que les gens vous voient travailler en équipe, pour que inconsciemment l'entreprise intègre que les designers, ils bossent entre designers et que vous êtes une équipe design. Et en fait, ce rôle de lead, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est que ce que j'ai essayé de faire, ça a été de casser les silos et donc de rameuter les designers qui étaient déjà en place. Et puis après, il y a eu d'autres designers qui ont été recrutés. Donc de 3, on est passé à 5. On s'est mis à faire des exercices de whiteboarding. On s'est mis à réfléchir ensemble. En fait, à partir du moment où on a cassé les barrières et on s'est mis à travailler ensemble, on s'est dit, mais on pourrait avoir des design principles. Mais en fait, on pourrait penser les process de recrutement ensemble. Ah, mais en fait, toi qui bosses sur la marketplace, pourquoi tu viendrais pas travailler avec moi sur le produit? Mais le design system, on a qu'à le faire tous les 3. Et en fait, on s'est mis à bosser comme une équipe design. Et donc, je me suis retrouvée à porter des sujets de lead designer, où jusqu'à la fin, j'ai pas lâché l'affaire avec le design system qui existe aujourd'hui, mais que je n'ai jamais vu live. Je les ai quittés au moment où on l'avait fait en version sketch et où les devs commençaient à l'implémenter. Ce qui fait qu'à la fin de ton aventure chez PrestaShop, vous étiez une véritable équipe design où chacun était quand même dans son pôle, mais où il y avait une vraie conversation entre vous. On n'était pas un vrai département dans le sens où on n'avait pas un budget pour nous, on n'était pas considéré comme un département. Les designers étaient rattachés à des départements différents, mais on était quand même considéré. En fait, on n'était pas considéré comme un département dans l'organigramme de la boîte. Mais on était considéré comme une équipe design par tous les employés et les managers, par les gens qui bossaient chez PrestaShop. Donc, ça a permis de créer plein de synergies. En fait, ça a permis de créer des synergies et de porter ensemble les sujets qui devaient être communs à un designer, autour de la brand, de l'identité, des parcours, des funnels, etc. Donc un peu ce que tu disais tout à l'heure, où tu commences petit et tu fais brique par brique et tout le monde commence à réaliser. J'ai voulu commencer grand, je me suis pris que des murs. Et à partir du moment où on a démarré petit, ça a démarré par des lunch design qui sont devenus des weekly, qui sont devenus des design reviews et des design critiques, qui sont devenus des exercices de bonnes pratiques. On s'est donné des cours ensemble. On a, à l'époque, les gens commençaient sur Photoshop, donc on a migré sur Sketch ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu décides de partir de PrestaShop ? À l'époque, la CEO de PrestaShop est en conflit assez ouvert avec les équipes produits. C'est vraiment des enjeux de stratégie
où il y a des divergences énormes entre le leadership de la boîte et les équipes produits. Et le reste de la boîte, en fait, je crois vraiment, c'est compliqué. Des partis pris qui créent des grosses frustrations. Et dans la dernière année où je suis chez Presta, il y a l'équivalent de 55% de turnover. Tout le monde s'en va, les gens vont pas bien. Donc, même si côté design, on commence à avoir une équipe qui fait des trucs cool ensemble, en vrai, au quotidien, c'est difficile. Il y a des choix côté produit qui sont frustrants. Il y a enfin voilà, les personnes sont démotivées et je vois, ça arrive dans beaucoup de boîtes de tech où des fois t'as des effets dominos et t'as des gens qui s'en vont, et notamment Sébastien Levaillon va s'en aller. Et en fait, à partir du moment où il s'en va, on claque tous notre dème les uns après les autres. Parce que il était celui qui protégeait l'équipe et qui créait de l'émulation, créait de l'énergie, créait des espaces un peu. Il encourageait beaucoup le fait de bosser en lab. On a réussi à mettre en place des trucs de ouf quand même quand j'y pense. Par exemple, on avait une communauté d'utilisateurs et on avait systémisé tous les tests utilisateurs. On n'avait pas de user researcher, mais on faisait des user tests tous les vendredis. C'est intéressant ça. On avait une machine dédiée à ça. Et donc on avait tout processé pour faire en sorte que le framework du double diamant était processé. On avait notre design system qui était sur le point d'être release et on envoyait le lundi un Calendly à la communauté. Alors on avait une communauté très active parce que l'open source, donc c'était hyper facile de recruter des clients pour des tests utilisateurs. Contrairement à certaines boîtes où c'est très dur, chez nous c'était vraiment easy. On envoyait un Calendly, les users s'inscrivaient, le vendredi on prenait la machine, on se bookait. Pendant le sprint, chaque équipe, il y avait des différents prototypes qu'on voulait tester. S'il n'y avait pas de proto prêt à être testé, on transformait ça en interview utilisateur, mais dans tous les cas, tous les vendredis, sur la fin, on parlait avec des clients. Ou alors, on allait sur le terrain, dans les magasins, voir les clients dans leur environnement. Et on a réussi à faire des trucs hyper user-centric. Et la version 1.7, si je m'abuse, de Presta, c'est la version sur laquelle j'avais travaillé à l'époque. On n'a pas du tout revamp tout le logiciel qui était vraiment monstrueux et complexe, mais on a réussi à repenser intégralement des grosses expériences très structurantes grâce aux clients. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'à la fin, les clients influençaient la roadmap et que ils nous permettaient de nous forger des convictions, et sur la fin, on faisait la roadmap sur la base de ce qu'on découvrait pendant ces sessions avec eux, quoi. Tu veux dire comme une vraie roadmap devrait être faite en se basant sur des inputs. Ouais. Ça me fait penser, comme PrestaShop, c'est toujours un logiciel open source. Est-ce que c'est pas compliqué de designer pour un logiciel qui est ouvert à tout le monde et que tout le monde peut modifier entre guillemets, où tout le monde peut avoir son avis, pusher du code si besoin, qui doit être review à un moment ou un autre, mais alors oui, c'est que de la complexité, parce que il n'y a pas que l'open source. Il y a l'open source depuis 10 ans, avec une équipe cœur de 15 personnes pour une communauté d'1 million de magasins. Donc en fait, il y avait tellement de pull requests de la part des devs de la communauté qu'on était incapable de les absorber. On était incapable d'absorber le bug parce que ça génère beaucoup de bugs et de problématiques de stabilité, de maintenabilité. Il y avait des enjeux aussi sur le PHP qui évoluait. Et on a fait le choix technique à un moment donné de passer en Symfony. Mais du coup, t'as la moitié de ta communauté qui te dit non. Et tu fais quoi ? Et donc, on se retrouvait des fois avec des conflits ouverts avec la communauté très forts. En fait, dès que tu fais un choix UX ou graphique, t'as 1 million de personnes de partout dans le monde qui ont leur mot à dire sur ce que t'as décidé de faire. Parce que leur salaire, il dépend de toi, quoi. Si tu fais n'importe quoi, ils peuvent perdre des clients ou leur boutique va être buggée ou autre. Tu penses que c'est pour ça que les logiciels open source ont une UX un peu flinguée ? Enfin, je vois beaucoup de logiciels open source, soit en termes de UI, on est dans les années 90, et en termes de UX, ça va pas, quoi. Je pense que les designers sont hyper en retard sur la culture de l'open source et de l'inner sourcing et des partages communautaires, etc. Les designers, ce sont peut-être que c'était. Enfin, je vois que j'ai l'impression que ça change et que la communauté elle s'ouvre, mais en tout cas, depuis longtemps, c'est plutôt des loups solitaires qu'on met à la fin de la supply chain et qui doivent survivre comme ça, et on leur dit fais de la UX alors que t'arrives tout à la fin et qu'on te donne 3 crayons de couleur. Donc
y a un contexte qui fait que je pense que les designers sont moins impliqués dans les enjeux autour de l'open source. Là où les devs, ils arrivent vraiment à percevoir la beauté de l'open source et ce que ça permet, quoi. Et t'as un truc un peu utopiste, révolutionnaire derrière l'open source, de cette idée de changer le monde entre communautés, mais c'est très ancré dans l'ADN des ingés quand même et des développeurs. Et du coup, en fait, je pense que si l'UX elle est si compliquée et que la UI elle est pas si sexy, c'est parce que bien souvent c'est des projets qui sont d'abord portés par des profils tech et que c'est pas le truc qu'ils font le mieux, quoi. Voilà. Très bien. Bon, je voulais ton avis là-dessus, c'est un aparté. Si on parlait un petit peu de Everroad, puisque c'est là où tu as été juste après PrestaShop, comment t'as fait le passage justement de PrestaShop à Everroad? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? C'est toi qui as voulu bouger? Et surtout, comment t'en es venu à passer d'un rôle de product designer à head of? C'est moi qui ai voulu bouger et c'est eux qui sont venus me chercher. Parce qu'en gros, j'étais sur la plateforme Talent, Wired, je sais plus, une plateforme comme ça, qui fait des matchings entre des gens qui cherchent et des boîtes qui recrutent. Mais à l'époque où je quitte PrestaShop, un peu par dépit parce que on a quand même vraiment galéré pour construire tout ce qu'on a fait. Mais en même temps, tout le monde s'est barré, quoi. Les devs qui restent, ils sont tous en freelance, tous les PM sont partis. J'avais un PM, Guillaume Bruer, qui était vraiment mon buddy à l'époque. Et quand il s'en va, c'est un peu le désespoir, quoi. Il y a plus Sébastien, il y a plus lui, des designers qui sont partis. Bon, voilà. Donc je pars un peu par dépit, mais je me dis, ok, je veux une boîte qui soit pas toxique, qui soit bienveillante, qui valorise le design, qui crée pas de silo entre les brands et les designers et les product designers, qui me laisse la chance de créer une équipe pour de vrai. Un poste de lead ou de head of, ce serait cool si ça l'était pour de vrai, genre vraiment soutenu par la leadership, pas que poussé pas en bottom up, mais aussi en top to bottom, donc que ce soit vraiment un choix stratégique de la boîte. Et j'ai envie soit de ça, soit de faire de l'innovation, soit de faire purement que de la UX, presque du service design. Et donc, je vais aller voir autant des boîtes comme le Numa à l'époque, en entretien, que des toutes petites startups, des scale-up. Je vois un peu tous les modèles, en fait, des PME, etc. Chez Everroad, je tombe vraiment amoureuse du founder à l'époque. Je sais pas, il a un bagou, il a une tchatch. Maxime Le Gardé, il est très fort pour ça. Il te retourne le cerveau en 2 minutes. Il te vend un stylo, tu vas l'acheter $50 000 et tu te rends pas compte que tu t'es pris une carotte. Il est assez hallucinant. Il est très fort pour envoyer des paillettes dans les yeux des gens. Et ce jour-là, il m'envoie vraiment des paillettes. Je parle avec lui et je me dis, oh, je veux trop bosser avec ce mec. La promesse, c'est transport routier de marchandises. Plus aucun camion ne roulera à vide dans le monde grâce à nous. C'est un peu ça le truc. Donc c'est écologique et puis les transporteurs, on va leur apporter de la valeur parce qu'on va leur apporter des clients et puis on va créer un algorithme de pricing qui fera des prix justes et donc personne ne se fera carotte. Et puis ce monde, il faut qu'il se digitalise parce que les transporteurs qui se digitalisent pas vont mourir et on va disrupter un marché. Et donc en fait, il y a un peu la combinaison de tout, c'est-à-dire qu'il veut un head of design, j'ai carte blanche, je vais avoir un budget pour monter un département. Alors à l'époque, il me vend qu'on va faire un hyperscale de fou et qu'un jour j'aurai une équipe de 100 designers. En vrai, il me dit un peu tout ce que j'ai envie d'entendre et j'y crois. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais on a quand même fait des trucs vraiment cool. Et il y a un mix de disrupter un marché, faire de l'innovation, bosser sur de la value propre et faire un peu ce qu'on veut. Et la brand et le produit, il n'y a pas vraiment de frontières. Et donc, les 2 premiers recrutements que je fais chez Everroad, ça va être Gauthier Casanova et Alison Lambeau, qui vont être respectivement product designer et brand designer. Et on va penser ensemble le design system, la charte graphique, tous les assets de design. En plus, il me semble que tu arrives quand il y a un rebranding, c'est ça? Ouais, alors ça, c'était un peu l'histoire un peu sport. J'arrive, ça fait 1 semaine que je suis là. Et en fait, il y a une autre boîte qui a quasiment le même nom dans un pays où on n'est pas encore positionné, mais on sait qu'on se positionnera dans d'autres pays d'Europe, qui menace de nous faire un procès. Et on se rend compte... Alors, Convargo, ça c'est le nom de la boîte à l'époque, ça a été trouvé par le fondeur qui a imaginé ça, lui, solo, quoi. Mais il n'y a pas eu vraiment de recherche. Et je vais découvrir que le naming, c'est un métier.
Et c'est un métier compliqué. Honnêtement, demain, je monte une boîte, je dois trouver un nom, je passe par une agence. Parce que quand tu changes de nom, tu dois avoir tout un travail juridique à faire pour t'assurer qu'il n'y a pas de compétiteurs directs ou indirects qui ont un nom plus ou moins similaire. Tu dois t'assurer aussi que dans toutes les langues de tous les marchés où tu vas te positionner, ça veuille pas dire un truc genre zizi ou un truc un peu ridicule. Et tu dois t'assurer que tu es en mesure de payer toutes les URL dont tu vas avoir besoin. En fait, il y a plein d'enjeux comme ça, légaux, techniques. Et du coup, on passe par l'agence Nomen en se disant, OK, là, qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est de changer de nom ou alors d'aller au procès et de juste se battre contre ces autres gens qui, après tout, eux aussi, ils ont un nom presque comme le nôtre et on a volé l'idée de personne, quoi. Et en vrai, quitte à mettre de la thune, autant mettre de la thune dans un nouveau naming stylé. Et puis en plus, on est pas loin de faire notre première levée, la série A. Et donc, autant avoir un nouveau nom et un nouveau branding. Et donc, il arrive en me disant, voilà, dans 3 semaines, on a changé de nom, on l'annonce à tout le monde, on annoncera la levée de fonds, il faut que ça envoie des paillettes aux invests, change tout. Budget 0 parce qu'on n'a pas levé de fonds, hein, donc on n'a pas de thunes. Et voilà, vas-y, rebrande-nous. Et donc là, c'est un peu la panique, surtout que je suis pas du tout un brand designer. mais en fait, on va faire ce que je sais faire, du Lean UX. Donc on va voir des clients, on teste les interfaces qui existent, déjà pour voir qu'est-ce qui marche pas. Il n'y a pas grand-chose qui marche parce qu'en fait, on a une identité très start-up, e-founder, etc. Enfin, la manière dont nous, on se percevait. Et en fait, nos clients, c'est des transporteurs routiers. Donc, c'est des gens qui ont un univers hyper codé. Donc, tu veux dire que jusqu'à ton arrivée, personne ne s'était renseigné sur le produit? Ah si, il y a eu un gros travail. Il y avait Jordan qui était là avant moi, qui travaille au Design Crew. Coucou Jordan. Et donc, c'est Jordan qui avait fait toute l'identité visuelle. Okay. Il y a eu un premier freelance qui a posé des premières briques. Ensuite, Jordan a été le premier recrutement design. Il a travaillé toute l'identité visuelle du produit et de la marque. Mais c'est allé très vite. L'enjeu, au tout début, quand tu montes une boîte et que t'es pas encore à la série A, c'est que tu montes une identité pour avoir un produit qui arrive sur le marché le plus rapidement possible. T'as pas le temps d'aller faire des études, quoi. Donc, Jordan, il a appris les codes qui se faisaient dans la tech, qui ont un produit qui est vraiment un produit de start-up qui va disrupter un marché, etc. Et c'est quand on va aller sur le terrain faire des tests utilisateurs avec l'existant. En gros, c'est même pas vraiment un test. On ouvre le site internet ou l'application devant des clients, on leur dit qu'est-ce que vous comprenez. Et là, on nous sort des trucs, on hallucine. On nous dit qu'on est des étudiants, que on sait pas faire du transport routier de marchandises, ou alors on nous dit qu'on est trop compliqué alors qu'on a une interface hyper light. Il y a 3 boutons et on nous dit que c'est trop compliqué. En fait, je découvre que l'environnement des gens avec lesquels on est, c'est des gens déjà qui ont pas d'iPhone. Ils ont tous des Android. Donc tous les codes qui sont liés de près ou de loin à de l'iPhone, ou même si c'est visuellement, si c'est un peu Apple-like, eh ben eux, ils associent ça à c'est de la technologie compliquée pour moi. Il faut remettre dans le contexte, on est en 2017 quand exactement. Parce que depuis ça. Ouais, clairement, ça a évolué. Mais à l'époque, ils vont sortir une app mobile, je crois, je sais plus si elle est sur Android ou sur iOS. Sur iOS à l'époque, mais en tout cas, l'app va pas marcher, notamment parce que il y a eu des biais. En fait, il y a des biais très tech ou des biais très code de start-up. Et donc, on est perçu comme des petits étudiants de la tech. Donc clairement comme une boîte digitale, mais un peu des petits Parisiens qui connaissent rien en transport routier. En fait, le transport routier, c'est un monde où tout le monde se connaît, où c'est beaucoup du bouche à oreille à ce moment-là. Hein. Ça évolue très très vite et je pense que ça a déjà beaucoup évolué. Il y a énormément de boîtes il y a des choses très poussées avec des API et beaucoup d'intégration, etc. aujourd'hui. Mais à l'époque où nous, ce qu'on target, c'est les tout petits transporteurs, les boîtes familiales, moins de 20 camions. C'est André et Michel qui ont hérité leur boîte de leur père, qui ont du mal à générer du bénéfice, qui voient les Polonais arriver sur le marché avec des mecs qui font pas de pause, qui sont pas à 35 heures parce que ils mettent 2 gars dans un camion qui sont en rotation et le camion roule en continu. Et donc t'es face à des personnes qui ont peur de l'ubérisation. Et t'arrives avec tes codes de start-up parisienne. En fait, ils flippent de ouf et ils ont pas confiance. Et donc on a un enjeu de créer une identité de marque et une identité produit, de service
qui est perçue comme une boîte qui sait vraiment faire du transport routier, mais pas un truc poussiéreux. Il faut quand même en même temps qu'on soit perçu comme la boîte qui va leur permettre de rentrer dans le présent, voire dans le futur, et qui va être le meilleur service pour eux pour se digitaliser, quoi. Et donc en fait, pour retravailler tous ces codes-là, c'est beaucoup d'interviews clients. Je fais beaucoup de bench, mais en fait, mon benchmark, c'est je m'inscris sur les routiers de la night sur Facebook. Je rentre dans tous les groupes Facebook de tous les routiers que je peux. Je suis les sales sur le terrain pour aller parler avec des clients. Je lead la presse de camions. Voilà, c'est pas mon univers, mais en fait, je choisis aucun code qui me plaît. De toute façon, si j'avais pris selon mes goûts, il y aurait eu des pizzas, des licornes dans l'espace un peu partout. Voilà, moi j'adore le kitsch, donc vraiment je corresponds pas à la cible. Et en fait, ce que je vais découvrir, c'est que on peut prendre de haut et se dire le transport routier, c'est un univers un peu vieillissant et en termes de graphisme, ils ont pas de code. En fait, c'est faux, ils ont des codes. Il y a de la typo, bâton, bold, condensé. Il y a des manières de traiter le papier, le média, etc. Il y a des façons de parler, il y a un tone voice, il y a une façon de travailler l'image, l'iconographie, etc. Et donc, on va essayer de faire un mix entre l'univers de la tech et l'univers du transport routier, d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et ce qu'on va considérer comme un succès, c'est le jour où on fait un prototype de homepage pour notre site internet, on le montre à un client et en lui demandant ce qu'il en pense, et il nous dit j'en pense rien. C'est une boîte de transport de marchandises, non ? C'est pour matcher les transporteurs et les expéditeurs. Et là, on se dit c'est trop bien. C'est exactement ça qu'on veut, quoi. Voilà. Du coup, tu as fait tout ça en 3 semaines. Non, pas du tout. Ce qu'on a fait en 3 semaines, ça a été de poser le concept. Donc en 3 semaines, ce qu'on a fait, ça a été de bencher, de parler des clients, de tester l'existant. Et je vais utiliser un framework qui s'appelle 3 Hours Rebranding Workshop, qui est entièrement gratuit en ligne pour les gens qui veulent le framework. Je mettrai le lien dans la description. Ok. C'est Jack Knapp, donc celui qui a conceptualisé la méthode Sprint de Google Venture, qui a mis ça aussi à dispo de la communauté. C'est un article Medium et tu peux télécharger tout le framework. Et cet exercice, tu pars de ta vision très long terme. Donc là, on demande à Maxime Legardé de rêver de nous envoyer des paillettes comme il sait faire. Où est-ce qu'on sera dans 20 ans ? Et ça déroule. Et puis ensuite, à partir de là, tu dis OK, et donc aujourd'hui, on s'adresse à qui ? Qui est ma cible ? Quelles sont mes valeurs ? Quel est mon marché ? Comment je dois leur parler ? En fait, ce que tu définis, c'est ton positionnement. Et à la fin de ces 3 heures de workshop, tu ressors de là avec la majorité des infos dont tu as besoin pour poser une identité. Donc en fait, on va essayer de bien connaître nos clients, on va faire nos personas, on va faire ce travail, ce 3 hours workshop, et à la fin, on sort de ça avec des codes. Donc ça nous prend peut-être 10 jours, 2 semaines. On sort de ça avec des codes et on se dit, OK, voilà, maintenant, on a peut-être 10 jours encore pour définir des assets graphiques réplicables. Est-ce que je peux te poser d'abord une question sur justement ces 10 premiers jours et cette réflexion ? Parce que en fait, j'ai bossé dans une boîte où il y avait cette réflexion sur la marque, sur ce qu'on voulait montrer. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai lu, tu avais fait un article dessus qui avait expliqué comment faire. Un article Medium que je mettrai encore une fois dans la description. Et j'ai suivi cette méthode-là. Et il s'avère qu'à la fin de ce workshop, ça a été un espèce de fiasco total parce que entre la réalité de comment était la boîte et du marché et ce que voulait le fondateur de sa boîte, il y avait un décalage total. Et la question que je me pose, c'est comment vous avez fait pour faire en sorte que y ait justement cette réalité qui est le marché tel qu'il est et tel que vous voulez être, qui se retrouve dans un point de convergence ensemble, parce que si tu décides d'aller, je sais pas si tu veux être shiny et le Uber, enfin ressembler à Uber et que de l'autre côté on attend quelque chose d'un peu plus rustique, tu ne trouveras jamais un point de convergence. Alors là, c'est le moment où le magicien doit te donner les secrets de son tour. Donc peut-être que j'arriverai moins bien à manipuler les gens, mais parce qu'en vrai, je manipule de ouf quand je fais des workshops. C'est-à-dire que bon, ça c'est quand j'invite des gens dans un workshop, déjà je sais qui vient pourquoi. Ouais. Et je sais qui est à risque.
Et donc, soit je vais essayer d'avoir des profils qui s'annulent, c'est-à-dire si je sais qu'il y a quelqu'un qui a des convictions très fortes mais qui peuvent envoyer dans le mauvais sens et qui est très extraverti, je vais essayer de prendre un autre extraverti qui va un peu contrer ça, et je sais que la personne interagira dans le workshop et que ça forcera, tu vois, pour éviter d'avoir une personne qui arrive avec ses idées. C'est souvent ce qui arrive avec les founders. Tu vas avoir un founder très charismatique qui dit on va là, personne n'est vraiment d'accord, mais tout le monde a peur de perdre son job. Et donc, soit tu prends des gens qui ont assez de carrure pour pouvoir contrer ça, et donc tu les invites un peu comme des alliés, quitte à briefer certaines personnes en amont. Ou alors, tu fais des choses qui vont dérisquer. Par exemple, dans le cadre du rebranding de Everroad, j'ai commencé d'abord par collecter du feedback quali sur tout ce qui marchait pas. On a fait ça aussi pour Payfit, et on va d'abord montrer ça. Montrer, hey, les mecs, regardez comment on est perçu comme des étudiants, comme des petits Parisiens, pas forcément de crédit dans le monde du transport routier, etc. Et donc, je démarre jamais un workshop sans avoir fait une demi-heure, 1 heure de mise à jour, mise à niveau, tu vois, où clairement je biaise complètement la pensée des gens, quoi. Je m'assure que tu biaises pour de bonnes raisons. Oui, non, mais clairement, c'est pas, enfin, c'est pas biaisé pour biaiser, mais c'est parce que je suis le pire truc qui puisse arriver, c'est que les personnes se basent sur eux-mêmes selon leur propre goût. Donc l'enjeu, c'est de leur dire, ok, tu vas être comme un designer aujourd'hui, mais si tu veux être comme un designer, tu vas le faire vraiment. Tu pars de ta cible, tu pars de ton audience, et il faut que tu sois bien au courant de tout ce qui marche pas. Et en général, en fait, à partir du moment où on t'a donné ça, et où tu as quand même les bonnes personnes et les bons alliés dans le workshop, et où tu es un facilitateur assez solide pour mettre un no-go au founder quand tu sais que ça part dans la mauvaise direction, et ben ça peut aider. Mais après, des fois aussi, ça peut ne pas marcher, tu vois. Les codes graphiques qu'on a pris, on les a refait évoluer, on a réitéré dessus. Il y a des choses qu'on a fait qui étaient bien, on a d'autres qui marchaient pas du tout, mais c'était pas très grave. Le plus important, c'était que dans le fond, le message et la perception que les gens allaient avoir de la marque, nous, ce qu'on cherchait, c'était le trust et la crédibilité. C'était ça le plus important. Le reste, presque on s'en foutait un peu, tu vois, c'était accessoire, on allait pouvoir l'améliorer, quoi. Donc ce qui nous amène aux 10 jours qui restaient une fois que vous êtes tous alignés sur... Pardon, et aussi dans le workshop, il y a des experts. Un peu comme dans la méthode sprint, tu vas inviter des gens qui savent de quoi ils parlent. Ouais. Donc là, quand on avait fait l'exercice chez Everroad, on avait le Head of Sales, qui est un mec qui venait du monde du transport routier de marchandises, qui avait bossé chez Téléroute pendant 20 ans. Les codes, il les connaissait par cœur. Si vraiment on était parti sur un truc absurde, il nous l'aurait dit. Il avait vachement un peu grande gueule, charisme, etc. Et du coup, quand il y avait des choses qui sortaient qui étaient un peu ridicules, bah, il nous le disait, quoi. Ok, donc de quoi vous mettre déjà sur la bonne voie. Exactement. Après, le top du top, c'est t'invites des vrais clients. Oui. Ça, c'est ouf. Mais bon, ils ont pas toujours le temps de faire ça avec toi. J'imagine que dans le cas de transport routier, effectivement, ils ont peut-être autre chose à faire. C'était archi mort. Et donc, une fois que vous êtes aligné sur tout ça, du coup, pendant 10 jours, tu essayes de sortir tous les assets, genre un logo, tout ça, pour que ça... Oui, mais alors, on n'a pas encore levé la série A, donc comment dire que le produit... il y a 10 pages et une landing page, tu vois. C'est pas comme si on avait... C'était pas un univers monstrueux, c'était faisable. On avait un gros fichier Excel bien moche, où on avait fait la liste de tous les endroits où il fallait tout changer. On s'est rendu compte 1 an après qu'il y avait encore des logos qu'on n'avait pas mis à jour. Voilà, mais ça, c'était pas le truc le plus cool, mais on y est arrivé. Et c'est notamment ça qui m'a permis de recruter Alison. C'est que une fois qu'on avait défini les codes et qu'on savait qu'on allait se rebrander, on allait avoir besoin de petites mains pour tout mettre à jour partout et puis faire toute la com. Quand tu fais un rebranding, tu l'annonces, etc. Donc tu as besoin de faire des ads, beaucoup d'assets. Et si tu prends quelqu'un de senior, il arrête à bout de 2 semaines de sa période d'essai parce qu'il a pas envie de faire ça. Si tu prends quelqu'un de junior, t'es face à quelqu'un qui est en train d'apprendre et qui va tout tester. Et c'est ce qui s'est passé avec elle. Et du coup, elle a commencé par faire la petite main sur le rebranding et elle a fini, c'est elle qui a revamptool.com et qui a sorti notre charte graphique. Ah ouais. Donc c'était cool pour une alternante. Ouais. Franchement, elle a eu des beaux achievements. Et est-ce que du coup elle a bossé aussi avec Gauthier qui était arrivé en tant que product designer après pour que cette brand s'insuffle dans le produit? Exactement. Gauthier, quand il est venu très vite, je lui ai passé le relais sur le design system
Et on n'était que 3, donc en fait ils étaient assis côte à côte, ils ont beaucoup bossé ensemble. On n'avait pas tout à fait, en vrai il n'y avait pas le design system sur le .com parce que c'était pas le même code. Mais on avait la même librairie dans Sketch et c'était juste au niveau du code que ça différait. Mais du coup, pour les clients, tu voyais pas la différence. Et ça, c'est ouf, quoi, quand tu t'arrives à faire quelque chose d'uniforme. Bon, le produit, ça dépendait des pages, hein, parce que quand moi j'ai quitté Everode, on n'avait pas encore migré tout le design system. Et donc il y avait des pages encore dans leur jus de la version avant Jordan, des trucs vraiment très vieux, et puis il y avait des choses qui étaient nouvelles, et ça c'est un truc où je me suis pas mal pris la tête. Comment t'implémentes un design system, tu vois, cette phase un peu hybride où t'as pas fini la migration. Ouais. T'as 2 approches, soit tu peux l'avoir par composant, soit tu peux l'avoir page par page. Au début on a commencé par page par page chez Everode. Il faut surtout pas faire ça. Ne faites pas ça pour les gens qui nous écoutent, parce que quand tu fais ça, tu te retrouves avec un produit complètement incohérent. Alors que si tu le fais composant par composant, tu changes tous tes boutons. Alors le taf de rollout, il est horrible pour le dev qui le fait, mais tu changes tes boutons. Du coup, tu as les mêmes boutons partout, puis tu as les mêmes input fields partout. Enfin, tout ton atomique, il se change au fur et à mesure, et du coup, tu gardes de la cohérence, quoi. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que je sais que moi dans ma boîte j'ai aussi ce débat là, et donc nous on a décidé de le faire page par page pour une raison plutôt de temps de dev, qui est de se dire que si tu passes sur toutes les pages, sur certaines pages où tu modifies un input où en fait personne ne va jamais, ça n'a pas d'intérêt de le changer, parce qu'en fait c'est une page qui est cachée, qui doit être utilisée une fois par mois par une personne, tu vois. Comment tu peux justifier justement ce fait de se dire en fait, il faut le faire partout, pour tous les composants. Ouais, en fait, non, mais t'as raison. Ça dépend du contexte, parce que chez Everode, on avait fait par page exactement pour les mêmes raisons que toi. Ouais. À l'époque, j'étais allée interviewer des mecs de Airbnb et aussi l'équipe de Blablacar, où je me disais, mais comment ils ont réussi à faire ça? J'avais déjà creusé ça à l'époque où je travaillais chez PrestaShop. On avait les mêmes problématiques. Et les deux m'avaient donné la même réponse, qui est la même que celle que tu viens de dire. C'est en réalité, c'est sur tes expériences cœur que tu veux de la cohérence. Le reste, tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Mais du coup, quand tu fais ça, tu as des problématiques de perf, de maintenabilité, de scalabilité, etc., quoi. Donc, ça dépend un peu de l'approche et de tes moyens. Chez Payfit, actuellement, on est en train de finir la migration de notre design system. Mais on a une squad dédiée à ça. Donc, en fait, pour le rollout, il y a des gens qui sont full-time dédiés aux enjeux engineering. Donc, on peut se le permettre. Alors que chez Everode, on n'avait pas de dev dédié au design system pendant longtemps. Il y en a un on a eu un lead dev front qui nous a rejoint à un moment donné et qui s'est beaucoup impliqué dedans. Mais en tout cas, au début, quand t'arrivais à arriver en une page, t'étais content, quoi. Mais en fait, très vite, on s'est retrouvé du coup avec un espèce de truc Frankenstein immonde, parce que entre le moment où t'as revamp toutes tes pages les plus importantes, sauf celles que personne n'utilise trop, t'as quand même un truc entre deux où t'as 3-4 pages hyper importantes qui sont refaites et d'autres non. Et tu peux te retrouver avec des choses un peu pourries, quoi. Ouais, justement, c'est pour ça que je te pose la question comme ça. Je crois qu'il n'y a pas de réponse magique. Non, c'est un vrai sujet compliqué. Ouais, je pense que ça dépend du contexte, et je vais finir de parler d'Everroad, et puis après, quand on parlera de Payfit, on parlera de ton équipe design system. Mais effectivement, oui, c'est un sujet assez compliqué, dans le sens où, en fonction de chaque équipe design, chaque équipe tech, et de chaque boîte, c'est un peu le bazar. Je passe pas trop de temps non plus sur Everroad, parce que tu as fait tout un épisode dans lequel tu racontes tout ce que tu as fait dans la French Touch. Donc je renvoie les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur cet épisode-là, parce que tu parles d'Everroad pendant 2 heures en fait, donc comme ça les gens peuvent l'écouter, je le mettrai dans la description. Mais il y a une personne qui m'a posé une question sur ton départ. C'est Rémi Guyot, le VP Product de Blablacar, qui m'a demandé quelle a été ta plus grande leçon apprise chez Everroad. Je réfléchis parce qu'il y en a eu beaucoup, en fait. Je peux en donner plusieurs. J'étais pas du tout la même personne avant et après Everroad. Il y a des enjeux, il y a des sujets humains et design. Sur les leçons design, commençons par ça, parce que Rémi, il a joué un rôle important. Rémi Guyot, je le considère vraiment comme un mentor, même si
On est peu en contact. On se doit se parler 2 fois dans l'année. Mais en fait, à chaque fois, je l'ai souvent sollicité depuis PrestaShop. C'est Sébastien Levaillant qui nous avait mis en contact. Donc, je le sollicite de temps en temps pendant ma carrière quand je sens que je suis vraiment sur des points de blocage. Il a toujours réussi à les débloquer. Et donc, quand j'ai rejoint Everode, au début, je m'étais dit, je vais prendre un UX, un UI. Je voulais des rôles comme ça, un peu comme dans une agence. Et il m'avait dit, fais pas ça. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu partiras jamais en vacances. Parce qu'en fait, tu vas créer une chaîne où tu auras que des bottlenecks, où ils s'attendront les uns les autres. Tout le monde sera indispensable. Ça va être compliqué. Prends plutôt des profils product design, des profils en T qui touchent un peu à tout. Tu n'auras pas d'expert tout de suite. Tout ne sera pas parfait, mais tu pourras leur confier des expériences à part entière et tu pourras te reposer sur eux. Et en fait, ça m'a poussé à beaucoup reconsidérer la manière dont je pensais les équipes design. Je pense que j'avais un regard un peu binaire où je m'étais dit, une bonne équipe design, t'as une personne avec une expertise. Et je sais que c'est un truc un peu à la mode. Fluppa, cet été, avait un peu axé ça autour des orga design, comment ça évolue. Et là, chez Payfit, je me suis beaucoup posé la question autour de ça. Mais c'est chez Everode que ça a commencé à émerger. Et en fait, la plus grosse leçon pour moi, ça a été de travailler sur l'ego des gens. Donc, m'assurer que les gens ne fonctionnent pas à l'ego. Et il y a beaucoup d'ego dans le monde du design. Mais il y a un enjeu d'avoir des designers qui acceptent de reprendre des choses qui ont été amorcées par d'autres, de donner ce qu'ils ont déjà commencé et de pas s'enfermer dans des cases produits brand. En tout cas, quand tu es dans une start-up ou une scale-up, c'est important parce que tu es en transformation tout le temps. Et du coup, je pense que ce qui a marché avec Gauthier, Alison et moi, c'est que tous les trois, on s'est dit, OK, on récupère quelque chose d'autres designers qui étaient là avant nous, on va le transformer en quelque chose. Des fois, ce sera imparfait. On fera des switches et on s'est tous retrouvés à des moments où on a fait un peu de la brand, un peu du produit, on a partagé des trucs. Et finalement... Alison, elle était très junior, on lui a confié des trucs de senior. Des fois, elle souffrait un peu, des fois, elle y arrivait très bien. Pareil pour Gauthier, pareil pour moi. Et finalement, je pense qu'une leçon que j'ai eue, c'est quand je suis avant chez PrestaShop, j'imagine que quand t'as un head of design, il va tout sauver. Puis après, je me suis retrouvée head of design, je me suis rendu compte qu'en vrai, tu sais pas ce que tu dois faire parce que tous les challenges que t'as, ils sont toujours nouveaux et tu as jamais été confronté, en tout cas dans tes débuts en tant que manager. Donc tu fais un peu comme tu peux. Et en fait, peut-être la meilleure chose à faire, c'est de s'abstraire, tu vois, des mythes qu'on peut avoir ou des convictions trop fortes qu'on peut avoir et être un peu ouvert à explorer, à tester des trucs qui n'existent pas vraiment et qui sont un peu entre deux. Ça, c'était cool. Une autre chose que j'ai appris, c'est que il faut se rapprocher du business et des customer success. Chez PrestaShop, je suis complètement en silo, je suis dans le produit, donc j'essaie de casser des silos entre designers, mais je me pose pas trop la question de l'expérience client. Je suis déjà à l'expérience utilisateur et si j'arrive à faire un truc qui fait sens, c'est déjà incroyable. Chez Everode, je vais me poser la question de l'expérience client et me rendre assez vite compte que le fait que j'ai pas fait d'études et que donc je connais pas tous les acronymes. Je suis au codir quand je suis chez Everode, donc je me retrouve face à des mecs qui m'impressionnent beaucoup, qui ont des gros backgrounds pour certains, qui utilisent des mots très compliqués et je comprends rien. Et ça va me prendre énormément de temps de rattraper pour bien comprendre les enjeux autour du business, comprendre ce qui se passe côté opération, comprendre comment ça fonctionne côté CS. Et je pense que si c'était à refaire, je me serais beaucoup plus impliquée avec les autres départs. Et que je l'ai pas assez fait. J'étais tellement obnubilée à l'idée de il faut qu'on construise un super truc côté design qu'au final, on a réussi à faire des choses très cool côté design, mais on était quand même beaucoup trop loin des enjeux business, customer success. Et chez Payfit, j'essaie de changer ça et donc d'avoir une approche beaucoup plus systémique, beaucoup plus holistique, et je me rends compte que ça donne 10 fois plus de puissance au design. Et du coup, on a eu un scale assez phénoménal chez Payfit, mais certainement parce que on essaie d'approcher l'expérience client tout entière et de justement péter les barrières, être beaucoup plus fluide, etc. Donc il y a des perceptions comme ça qui ont changé de mon côté. Et du coup, il y a un autre truc que j'ai appris,
c'est qu'en fait, au Codir, souvent les gens ils savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que moi, je voyais tous ces mecs blancs de 40 ans qui étaient dans des salles vitrées fermées. Des fois, ils tiraient les rideaux. Et je me disais, waouh, c'est des trucs un peu nébuleux comme ça, de gens trop forts qui génèrent des millions. Et puis après, tu te retrouves dans un Codir et tu te rends compte que, en fait, dans une startup, c'est que des paliers. Tu montes et tu te heurtes à des murs et tu essaies de passer les paliers. À chaque fois que tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont trop gros et finalement, tu arrives à les franchir. Et que, en fait, tu as des espèces de cellules de crise permanentes avec des gens qui font ce qu'ils peuvent, qui ont leur propre biais. Souvent, dans les startups et les scale-up, les gens sont très jeunes en plus. Donc, tu te retrouves avec des personnes qui ont parfois... Alors, au Codir, c'est peut-être différent en fonction des players. Souvent, tu as des gens un peu plus solides qui ont un peu plus de bouteilles. Mais quand même, souvent, tu vas te retrouver face à des personnes qui ont 4-5 ans d'expérience. C'est la première fois qu'elles sont face aux problèmes qu'elles doivent résoudre. Et du coup, des fois, ils font des bons... Des fois, ils ont des bons choix et des fois, vraiment, c'est n'importe quoi. Et puis, souvent, on parle pour rien dire, quoi. Et j'ai des souvenirs de réunions chez Everode, mais un peu partout. Hein, plus tu montes en leadership, et ça nous arrive aussi chez Payfit, hein, il y a des moments où tu as besoin de beaucoup parler, beaucoup réfléchir avant d'arriver au truc, un peu l'illumination, où tu vas dire « Ah, putain, mais c'est ça qu'il fallait qu'on fasse ». Et donc, de l'extérieur, quand tu es un individual contributeur, tu as l'impression d'être face à des gens hyper sérieux qui savent exactement où ils t'emmènent. Et en fait, quand t'es du côté capitaine, t'es plutôt en train d'essayer de lire ta boussole et de te dire bon attends, là-bas, tu crois qu'il y a un iceberg ou il y en a pas et est-ce qu'on va se le prendre? Voilà. Ça marche. Est-ce que c'est une des raisons qui a fait que du coup t'es parti d'Everroad au bout d'un peu plus d'1 an et demi? Non, ça c'est une des raisons pour lesquelles je restais. C'était fascinant. J'avais pas du tout prévu de partir d'Everroad, mais donc 1 an avant que je parte d'Everroad, je rencontre dans le cadre ou quelques mois avant, je rencontre dans le cadre d'un événement produit Florian Fournier, qui a un crush sur un talk que j'ai fait, et du coup va me solliciter plusieurs fois. On va faire un déj, et vraiment j'accroche vraiment trop bien avec lui. Et donc Payfit, ça reste un peu dans un coin de ma tête, mais moi quand je rejoins Everroad, je suis persuadée que on va disrupter un marché et qu'un jour je vais manager une équipe de 50 designers. Donc, j'ai l'impression que j'ai choisi la boîte, tu vois. Les boîtes qui me font rêver, c'est des boîtes comme Airbnb. Et ce dont je rêve, c'est d'arriver dans une boîte très tôt et de grandir avec la boîte et de faire toute la croissance. Donc, je suis en plein dans ma trajectoire, là, dans ma lancée et j'ai à peine commencé le taf. Mais je vais avoir des frustrations plutôt humaines chez Everroad. Je suis frustrée par mon salaire parce que je vais me rendre compte en parlant avec mes collègues que je suis payée beaucoup moins que les mecs qui sont au même niveau que moi et que c'est pas très très juste. J'en parle avec Maxime et l'augmentation salariale se fait un peu dans la douleur. Je suis pas trop alignée avec la boîte dans la positionnement sur la diversité et l'inclusion. Il y a des choses vraiment qui me gênent. Des collègues qui font des blagues ouvertement extrêmement sexistes ou extrêmement homophobes. Un environnement très sortie d'école où il faut beaucoup boire et donc plus que de raison on fait beaucoup d'afterwork, etc. Et il y a un moment où ça devient malsain pour mon couple parce que je passe plus de temps le soir tard avec le taf que dans ma vie privée et la barrière entre la vie pro, la vie perso devient de plus en plus fine. Il y a plusieurs cas de personnalité ou des choses qui vont se produire qui sont assez toxiques. J'ai vu les mauvais côtés de la startup, des choses qui auraient pu se retrouver dans Balance ta startup sur Instagram, tu vois. Et je suis pas d'accord du tout avec ça. Je pense que vraiment l'histoire du salaire, c'est un truc qui me fait vriller parce que je trouve que c'est tellement injuste. L'écart de salaire entre les femmes et les mecs au Codir, enfin moi je trouve ça indécent. Peut-être qu'ils auront des bonnes raisons à expliquer, mais moi je trouve ça vraiment indécent. Et j'ai une perte de confiance quand je le découvre en fait, où j'ai vraiment l'impression de m'être fait carotte. Et du coup, quand Payfit m'approche, ça arrive à un moment, alors, je suis un peu. Je te coupe juste dans ton élan parce qu'il y a une des questions qui m'a été posée sur Twitter. C'est, t'as vu, il y a pas longtemps, il y a l'étude, la ProduConf qui est sortie. Et dans celle-ci, il y a à nouveau il y a le gap salarial entre les hommes et les femmes. Et du coup, c'est Hélène qui m'a posé cette question qui était un peu quel était ton ressenti là-dessus? Et qu'il est vrai du coup. Mais non, bah oui, voilà. effectivement, mais il est vraiment vrai. Comment
toi, aujourd'hui, en tant que VP, comment tu fais, par exemple, dans ton équipe pour faire en sorte que ce gap soit le plus faible possible? On a un carrière pass et on a une grille de salaire. Alors là, on est confronté à un truc où, au début, quand j'arrive, je fais les 10 premiers recrutements dans un laps de 4 ou 6 mois. Ils arrivent tous en même temps, donc je me fais une grille et ils sont tous payés pareil. C'est assez facile. Mais c'est quand même pas plus du tout un exercice facile aujourd'hui pour plusieurs raisons. Une, c'est la diversité dans l'équipe. Je tiens vraiment à ce qu'on ait de la diversité, mais du coup, je te donne un cas qu'on a eu. Nino, qui a 20 ans d'expérience dans le design, qui a pas un profil UX design du tout, grosse appétence pour la UI et l'illustration, grosse expérience en web design, mais en product design, plutôt un niveau junior à l'époque, et en même temps très très solide sur du design visuel. Mais il a un poste de product designer. Et à côté de ça, on va avoir Sylvie, école de design, expérience de designer. Elle a 10 fois moins d'expérience que lui, c'est-à-dire qu'elle a peut-être 4 ans d'expérience en design, il en a une vingtaine, mais elle est product designer. Donc elle arrive, elle a déjà une culture produit, elle est solide en produit. Tu les payes pareil ou pas? À toi de me répondre. Bah, franchement, c'est dur. Hein. C'est dur. Non, et du coup, la grille de salaire et ce qui va acter le choix des salaires pour les players, il y a une partie liée aux skills que tu as dans le Career Pass. Il y a une partie qui est liée à l'engagement, tu vois, l'énergie que va déployer la personne. Et tu as une partie sur sa valeur qu'elle apporte. Donc en fait, Nino, il était payé comme un product designer mid, même si il avait pas encore toutes les skills qu'il y avait sur le Career Pass, parce qu'en fait, il arrivait quand même avec une valeur que personne d'autre n'avait. Ça se valorise, tu vois. Donc en vrai, t'aimerais que les gens soient aussi faciles qu'un calcul mathématique et qui rentrent dans une grille vraiment figée. Et puis après, il y a, en vrai, tu gères des humains et du coup, ils ont tous des histoires. Et plus tu as de la diversité, plus tu te retrouves avec des personnes très expérimentées, mais avec une grosse lacune dans quelque chose, ou avec une grosse expertise, mais tu sais pas trop combien ça vaut. Et en fait, tu peux te retrouver avec des players qui vont dire, mais attends, pourquoi lui, il est payé plus que moi? Et tu as intérêt à être capable d'expliquer ça. Et là, la chose à laquelle on est confronté actuellement, c'est que tant que je manageais toute l'équipe, je savais. Je décidais de qui était payé combien. Mais là, on a des directeurs qui recrutent des individual contributeurs, voire des managers ou des leads. Et donc, ils font eux-mêmes les choix de qu'est-ce qu'ils offrent comme package, etc. Donc, là, on est encore assez petit pour réussir à s'aligner, mais on est plus d'une vingtaine. Je sais que l'année prochaine, quand on aura dépassé la barre des 40, il y a un moment donné, moi, je regarderai plus salaire par salaire, qu'est-ce qu'on propose à qui. Et là, comment on va faire pour avoir à la fois énormément de diversité dans les profils et à la fois quelque chose d'extrêmement juste entre les gens? Eh ben, j'ai pas encore. Si quelqu'un a la solution, je prends parce que moi, je l'ai pas encore trouvé la formule mathématique, quoi. Ça marche. On va revenir là-dessus quand on va parler de ton équipe, justement, juste pour comme j'ai digressé. La raison pour laquelle du coup tu as quitté Verroad, c'est que c'est tout ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, en gros, c'est un environnement qui est plus du tout sain pour ma vie perso. Okay. Un épuisement, mais un épuisement hardcore parce que en 1 an et demi, on fait un rebranding, 2 levées de fonds, on construit l'équipe design, on réorganise le produit, on pose tous nos frameworks, on fait évoluer aussi notre business model. On ouvre un pays, c'est énorme. On déménage, on définit les valeurs de l'entreprise. Puis dans les petites scale-up, tu fais un peu de tout. Donc, tu fais pas que du design, en fait. Quand tu es head of design, tu participes à la structure de carrière pass de ta boîte, les systèmes de performance review de l'entreprise, beaucoup de RH, tu fais des événements, enfin voilà. Et en fait, ma life, c'est bosser 10 heures par jour, 12 heures par jour. Le fondeur vient de chez Rocket Internet, donc tu as quand même une culture de tu bosses dur, vraiment très dur, et tu sacrifies beaucoup pour la boîte. Et donc, je suis très, très, très fatiguée au bout d'1 an et demi. Plus, ce truc des salaires me met vraiment en colère. J'ai vraiment un grand sentiment d'injustice. Et c'est pile à ce moment-là que Payfit me relance. Et
Payfit a évolué et ils sont plutôt en train de se dire non mais en fait il faut vraiment qu'on soit centré utilisateur. Et donc ils arrivent en m'offrant un peu tout le truc qui fait rêver, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'ils me chassent, donc ils ont vraiment envie qu'on bosse ensemble, ce qui fait que je me dis waouh, alors si les fondeurs ont autant envie d'avoir des designers, déjà ça ouvre des portes. Ils viennent de lever de l'argent, donc ils ont beaucoup d'argent, ils ont des gros moyens. Et puis dans les gens qui chassent pour le poste de VP produit, il y a Sébastien Levaillant avec qui j'ai bossé chez PrestaShop et j'ai adoré. Donc, enfin, il y a un mélange, il y a plein de choses qui font que je me dis waouh, ça a l'air quand même vraiment cool. Et puis finalement le salaire qu'ils vont me proposer, c'est un salaire juste au prix du marché, beaucoup plus important que celui que me propose Everode. Et du coup là tout ça pour dire que c'est pas qu'une histoire d'argent. Mais l'argent, pour moi, c'était lié à la confiance que j'avais. Donc, c'était plus une histoire de confiance que de thunes. Et il y avait aussi une histoire de moyens. Chez Everode, on était petits. Je les ai rejoints en pensant qu'on allait scaler l'équipe design. Et en fait, finalement, à la fin, on était toujours une toute petite équipe design avec des challenges de plus en plus gros. Donc, c'était de plus en plus dur. On était de plus en plus stretch. Et chez Payfit, je repars de zéro parce qu'il y a qu'un product designer en poste. Deux du coup entre temps parce que j'en recommande un, etc. Mais en gros au moment où j'arrive ils sont deux et il y a quand même tout à reconstruire, mais les moyens sont différents, que ce soit financier, etc. Et puis j'ai beaucoup appris chez Everode, ça a vraiment été hyper formateur en tant que head of. Et donc j'arrive où je sais déjà comment je veux structurer mon équipe, comment je veux la construire, ce que je vais faire, etc. Donc, parce que il n'y a plus qu'à dépiler, quoi. Parce que justement, toi, le rôle, les missions qui te sont proposées, c'est quoi concrètement ? Chez Payfit ? Oui. C'est la fin de la première partie de l'épisode avec Léa. On se donne rendez-vous dans un mois pour écouter la deuxième partie, au cours de laquelle Léa va nous parler de son arrivée chez Payfit en tant que VP Design, de la façon dont elle a créé son équipe et de la façon dont elle l'a fait évoluer. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.